Soit G un groupe qu'on suppose être engendré par deux éléments x et y, soit H un sous-groupe distingué de G. On voudrait démontrer que le groupe quotient G sur H, qui existe puisque H est distingué, est en fait le sous-groupe engendré par les classes des générateurs, classe de x et classe de y. Par défaut, les groupes seront notés multiplicativement et nous allons donner deux preuves de ce résultat. Avant d'examiner les preuves, on va regarder deux cas particuliers. Donc le premier cas, c'est pas exactement un cas particulier, mais ça en est très proche. On va supposer que G est monogène engendré par un certain élément petit x. Alors on sait bien qu'un groupe monogène est formé en fait de l'ensemble de toutes les puissances du générateur, donc ici l'ensemble des i puissance k, lorsque k parcourt z. Et inversement, une partie qui a cette forme est le sous-groupe engendré par petit x. Donc on en déduit que le quotient G sur H, qui est l'ensemble des classes d'éléments arbitraires de G, c'est donc l'ensemble des classes des éléments de la forme x puissance k lorsque k parcourt z. Mais d'après la loi quotient, eh bien, la classe de x puissance k, c'est la classe de x élevée à la puissance k lorsque k parcourt z. Et d'après la caractérisation qui a été donnée ici, eh bien, on reconnaît dans cet ensemble le sous-groupe engendré par la classe de x, et c'est bien ce que l'on voulait démontrer. On peut juste signaler que le cas qu'on vient de traiter correspond au cas où y est égal à x. Alors le deuxième cas particulier qu'on va examiner, c'est le cas où G est abélien, et donc engendré par deux éléments, x et y. Alors dans ces cas-là, il est bien connu que le sous-groupe engendré par x et y, c'est en fait l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de x et de y à coefficient entier. Donc c'est l'ensemble des alpha x plus bêta y lorsque alpha et bêta parcourent librement l'ensemble de tous les entiers. Par conséquent, le groupe quotient G sur H, qui est tout simplement donc l'ensemble de toutes les classes d'éléments de G, c'est donc l'ensemble des classes des alpha x plus bêta y lorsque alpha et bêta parcourent z. Mais d'après la loi quotient, la classe de alpha x plus bêta y, c'est alpha classe de x plus bêta classe de y lorsque alpha et bêta parcourent z. Et ça, donc, on reconnaît que c'est le sous-groupe engendré par classe de x et classe de y. Alors, il y a un point que je n'avais pas précisé, c'est que quand on a un groupe qui est abélien par défaut, souvent, on note la loi additivement au lieu de multiplicativement. On va passer à la première preuve, mais avant cela, je vais faire un rappel sur la notion de sous-groupe engendré. Donc, si grand X est une partie d'un groupe G, qu'est-ce qu'on appelle le sous-groupe de G engendré par grand X? Eh bien, c'est une partie qui est caractérisée par les deux conditions suivantes. Donc, le sous-groupe de G engendré par grand X, ça s'écrit comme ça, entre chevrons, et donc, par définition, ça va être un sous-groupe de G. Et d'autre part, le sous-groupe en question va contenir la partie génératrice grand X. Et puis, il y a une deuxième condition, c'est que la première condition est minimale au sens suivant. Chaque fois que je prends un sous-groupe H de G, si X, la partie X, est incluse dans le sous-groupe H, eh bien, ça veut dire que le sous-groupe engendré par X est un sous-groupe, ou est inclus, c'est pareil ici, de H. Donc cette propriété, je vais la qualifier quand je m'y référerai comme une propriété d'expansion du sous-groupe engendré. Donc je vais développer un petit peu. Ici, donc, on a notre groupe G, on a une partie grand X
de G, et puis on considère un sous-groupe H qui contient la partie X. Et ce que nous dit la propriété d'expansion, c'est que le sous-groupe engendré par X, qui est en général une partie beaucoup plus grosse que X, eh bien, malgré tout, cette partie va rester incluse dans H. Donc ici, j'ai le sous-groupe engendré par X. Donc en quoi c'est puissant? Eh bien, c'est puissant parce que ici, j'ai une inclusion qui en général est relativement faible, et ici j'ai une inclusion beaucoup plus forte parce que le sous-groupe engendré par X est en général beaucoup plus gros que X. Par exemple, X peut être fini, et puis le sous-groupe engendré par X peut être infini. On passe maintenant à la preuve. Donc j'ai rappelé ici l'énoncé qu'on veut démontrer. Et en fait, je vais donner deux versions de la première preuve. Donc là, je vais commencer par la version compacte de la démonstration. Donc, on va considérer la projection canonique, qui est l'application qui va de G dans le quotient G sur H, et qui à tout élément petit g lui associe sa classe modulo H. Alors ça, on sait bien que c'est un morphisme de groupe, et on sait aussi que ce morphisme est surjectif, on va en avoir besoin par la suite. Alors l'idée, c'est de considérer à l'arrivée le sous-groupe engendré par la classe de X et la classe de Y, c'est-à-dire c'est le sous-groupe qui est censé être égal au groupe quotient, et de prendre sa préimage par P. Donc plus précisément, je vais appeler K cette préimage, donc c'est l'image réciproque par P du sous-groupe engendré par classe de X et classe de Y. Alors il est bien connu qu'une préimage par un morphisme de groupe d'un sous-groupe est encore un sous-groupe. Donc ça, c'est un sous-groupe du départ, c'est-à-dire c'est un sous-groupe de G. Et il est très facile de voir que l'élément petit x appartient à K. K, je rappelle, donc c'est l'image réciproque du sous-groupe engendré par classe de X et classe de Y. Donc si X est dans cette image réciproque, ça veut exactement dire que P de X appartient au sous-groupe engendré par classe de X et classe de Y. Et ça c'est évident puisque P de X, par définition, c'est la classe de X. Et bien évidemment que la classe de X appartient à n'importe quel sous-groupe engendré par une partie qui contient la classe de X. Donc par le même argument, on voit que Y appartient à K. Et puis donc on vient de prouver que X appartient à K. Et c'est maintenant qu'on va utiliser la propriété d'expansion du groupe engendré. Alors ici, on a l'hypothèse parce que K est un sous-groupe de G. Et puis le fait que XY appartienne à K, ça veut dire que la partie, la paire XY est inclus dans K. Donc ça joue le rôle de grand X. On en déduit donc que le sous-groupe engendré par X et Y est un sous-groupe ou est inclus dans K. Mais, par hypothèse, G est engendré par X et Y. Donc ça, c'est le groupe G. Et K est un sous-groupe de G, donc en particulier, il est inclus dans G. Donc j'en déduis que K est égal à G. Et K, par construction, c'était l'image réciproque par P du sous-groupe engendré par la classe de X et la classe de Y. Je rappelle ici ce qu'est P. P, c'est la projection canonique, donc ça va de G dans G sur H. Donc pour finir, l'idée est très simple, il suffit de prendre l'image directe dans cette égalité. Donc P de G, c'est égal à P de P-1 du sous-groupe engendré par classe de X et classe de Y, plus précisément. Donc P de l'image réciproque du sous-groupe engendré par la classe de X et la classe de Y. Alors on a vu que, on a rappelé tout à l'heure que P est surjectif, donc ça veut dire que P de G, c'est l'arrivée tout entière. Et puis il est très facile de démontrer que si P est surjective, eh bien ceci est tout simplement égal à cela, c'est-à-dire le sous-groupe engendré par classe de X et classe de Y. Et c'est exactement ce que l'on voulait démontrer. Donc je vais revenir sur cette propriété
donc P de l'image réciproque d'une partie B de l'arrivée, que c'est égal à B lorsque P est surjective. Donc plus précisément, si petit p est une application qui va d'un ensemble E vers un ensemble F, et que je suppose surjective, et si B est une partie de l'arrivée, eh bien il est très facile de voir que si je considère l'image réciproque de B par P et que j'en prends l'image directe par P, eh bien ça vaut B. Alors plutôt que de le démontrer, je vais faire un petit dessin qui illustre la situation. Donc là, j'ai mon ensemble E, j'ai l'ensemble F, j'ai la partie B à l'arrivée, donc qui contient un certain nombre d'éléments. Et donc voici ici B, et comme notre application P est surjective, ça veut dire que chaque élément de B eh bien, a un antécédent, donc il se peut que certains éléments aient plusieurs antécédents, peu importe, voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'objet qui est ici? Ben, je prends l'image réciproque par P des éléments de B. Donc, comme chaque élément de B a un antécédent, en fait, je prends donc tous les antécédents des éléments de B. Donc, les voici. Donc, ça, c'est tout simplement l'image réciproque de B par P. Quand je prends l'image directe de cette partie par P, eh ben, je vais obtenir les éléments desquels je suis parti, c'est-à-dire les éléments de B qui admettent un antécédent, c'est-à-dire B tout entier. Donc ce simple dessin nous fait bien comprendre qu'on a bien l'égalité qui est ici. Maintenant, je vais présenter autrement, de manière peut-être plus compréhensible, la démonstration précédente qui est un petit peu compacte. Donc je ne vais pas parler de projection canonique, je ne vais pas utiliser la propriété de l'image directe, de l'image réciproque. Je vais faire une démonstration assez bas niveau. Donc, comme dans la première version, on va considérer l'ensemble K qui est formé des éléments de G, dont la classe dans le groupe quotient G sur H eh bien, appartient au sous-groupe engendré par la classe de X et la classe de Y. Donc ça, c'est une partie de G, mais il est très facile de voir que K est un sous-groupe de G. Hein. Il y a trois axiomes de sous-groupe à vérifier. Donc je vais vérifier l'un d'entre eux. Par exemple, on va démontrer que si Z1 et Z2 sont dans K, eh bien que le produit Z1, Z2 est encore dans K. Donc je me contente de traduire. Par définition de K, ça veut dire que la classe de Z1, de même que la classe de Z2 sont dans le sous-groupe engendré par la classe de X et la classe de Y. Donc ça, c'est un sous-groupe du quotient. Et donc, par stabilité pour le produit, j'en déduis que le produit classe de Z1 multiplié par classe de Z2 appartient donc toujours au sous-groupe engendré par la classe de X et la classe de Y. Mais d'après la loi quotient, le produit des classes, c'est la classe du produit. Et donc, quand je regarde ça et cette appartenance, eh bien, par définition de K, je vois que le produit Z1, Z2 appartient à K, et c'est bien ce que l'on voulait démontrer. Ainsi, K est un sous-groupe de G, et je vais en profiter pour rappeler la définition de K. Donc K, c'est l'ensemble des éléments petits z de G, tels que la classe de Z appartiennent au sous-groupe engendré par la classe de X et la classe de Y. Donc, comme dans la première version, il est très facile de voir que X appartient à K, tout simplement parce qu'il suffit de regarder si la classe de X appartient au sous-groupe engendré par la classe de X et la classe de Y, et évidemment, le fait qu'il y ait ce même élément entraîne qu'on a effectivement cette appartenance. Par le même argument, on a Y qui appartient à K, et donc finalement, on a la paire XY qui est incluse dans K.
Et c'est là qu'on va appliquer la propriété d'expansion, hein, comme dans la première version. On peut le faire parce que K est un sous-groupe de G, on vient de le prouver. Donc par expansion, j'en déduis que le sous-groupe engendré par ce qui est à gauche, eh bien c'est un sous-groupe, ou encore qu'il est inclus dans K. Mais par construction, le sous-groupe engendré par X et Y, c'est exactement G, et K est inclus dans G. Donc finalement, je vois que K est égal à G. Quelle est la conséquence? Eh bien, la conséquence, c'est que si je prends un élément petit g d'un grand G, il va être dans K. Et donc, s'il est dans K, par définition de K qui est rappelé ici, ça veut dire que la classe de G appartient au sous-groupe engendré par la classe de X et la classe de Y. Comme le petit g ici est arbitraire et que le quotient, c'est l'ensemble des classes, eh bien, ce qui est ici me prouve que le groupe quotient G sur H est inclus dans le sous-groupe engendré par classe de X et classe de Y. Et en même temps, le sous-groupe engendré par classe de X et classe de Y, eh bien, c'est un sous-groupe du quotient, donc il est inclus dans le groupe quotient. Et donc de ceci, je déduis que le groupe quotient G sur H, eh bien, le sous-groupe engendré par la classe de X et la classe de Y, c'est ce qu'il fallait démontrer. Passons à la deuxième méthode. Donc, elle a un prérequis différent qui est basé sur une caractérisation du sous-groupe engendré par X et Y, éléments d'un groupe G. Donc, qu'est-ce que c'est que le sous-groupe engendré par X et Y, hein, donc je garde la notation multiplicative. Eh bien, on peut facilement démontrer que c'est l'ensemble de tous les produits de P facteurs, donc pour I allant entre 1 et P, de facteurs GI, donc ici P est arbitraire, et comment sont les GI? Eh bien, quel que soit I entre 1 et P, les GI, donc les facteurs GI, ils sont choisis parmi les générateurs, donc il y a X et Y, ou alors parmi les inverses des générateurs, donc x puissance moins 1 et y puissance moins 1. Donc ça, c'est relativement simple à démontrer. Il suffit dans un premier temps de démontrer que l'ensemble qui est à droite est un sous-groupe de G, et puis ensuite de démontrer que c'est des sous-groupes engendrés par X et Y. Donc je vais admettre le résultat qui n'est pas difficile à démontrer, et on va avoir besoin donc des deux sens de cette égalité, c'est-à-dire partant du sous-groupe engendré par X et Y, eh bien c'est l'ensemble de tous les produits, etc. Mais inversement, si je considère l'ensemble de tous les produits avec des facteurs là où il faut, eh bien c'est le sous-groupe engendré par X et Y. Donc je vais partir d'un élément arbitraire de G. Cet élément, donc d'après, alors je suppose maintenant que G, c'est le sous-groupe engendré par X et Y. Donc mon élément G, eh bien, il peut s'écrire comme ci-dessus, comme un produit de GI pour I allant de 1 à P, avec les GI étant dans cet ensemble. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les classes des éléments de G. Donc ce qui va m'intéresser, c'est la classe de petit g, modulo H. Donc d'après la loi quotient, ça c'est le produit des classes, donc des classes de GI pour I allant de 1 à P. Et comment varient les classes de GI? Eh bien, il suffit de voir où varie GI. Donc la classe de GI appartient à l'ensemble formé de classes de X, classe de Y, classe de X-1 et classe de Y-1. Mais en même temps, la classe de x-1, c'est la classe de x élevée à la puissance moins 1, et de même pour la classe de y-1, qui est la classe de y élevée à la puissance moins 1. Donc je vois que le quotient g sur h, qui est l'ensemble des classes de petit g, est en fait l'ensemble de tous les produits de cette forme, donc de longueur arbitraire, où les facteurs classes de GI appartiennent à cet ensemble-là, et donc plus précisément à cet ensemble-là. Donc, d'après la caractérisation du sous-groupe engendré par deux éléments, eh bien, je vois que G sur H
est le sous-groupe qui est engendré par les deux premiers éléments de cet ensemble, c'est-à-dire classe de x et classe de y. Et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer.